Bonjour, je suis le docteur Romain Devapé, je suis spécialiste en orthodontie sur Strasbourg. Je vais vous parler pendant une petite heure de l'électromyographie de surface et de cette utilisation de de l'électromyographie dans en orthodontie systémique digitale pour comprendre l'équilibre musculaire et permettre un diagnostic plus précis, comprendre nos récidives et l'objectif des traitements thérapeutiques. Le en orthodontie systémique est un système complexe qui est composé d'un système de personnes entre le patient, les praticiens, les correspondants, un système de moyens et un système de fonctions. Ce système de fonctions doit être compris dans le mouvement et c'est à travers la fonction de la mastication que nous allons comprendre un petit peu l'établissement d'une malocclusion. Ces cycles de mastication sont décrits comme le montre le schéma, soit en verticalité pour une mastication immature, ou en latéralité frontale avec une boucle en mastication mature. Et c'est à partir de ce schéma de mastication que nous allons comprendre les contacts dentodentaires et l'équilibre musculaire qui y sont liés. Nous allons donc avoir besoin d'un référentiel. Ce référentiel va nécessiter un référentiel antérieur. Ce référentiel antérieur en orthodontie systémique, d'après les études de Planas, vont permettre d'être objectivé par les sorties de cycle de mastication lors de l'établissement du contact canin. Les déterminants de la mastication, en fait, sont de différents types. On a l'amplitude de la mastication, bien sûr. Cette amplitude nécessite s'objective dans une dimension verticale, avec une verticalité et une augmentation d'entre 16 à 22 mm d'ouverture maximale en fonction du type d'aliment que nous allons manger. Une dimension transversale qui va de quelques millimètres à 1 cm en latéralité et forcément une dimension antéro-postérieure. Cette dimension antéro-postérieure est limitée à environ 6 mm. Ensuite, dans les durées de la mastication, cette mastication va être en moyenne légèrement inférieure à une seconde. Mais le contact d'intercuspidation, le contact dentodentaire, varie lui entre 100 et 200 millisecondes. Donc en fait, c'est quelque chose de très réduit, mais qui va développer des forces très importantes. Et ces forces importantes dentaires sont liées étroitement à cet appui et cet équilibre musculaire qu'on va voir ensuite. Dans la mastication, on va comprendre que le déplacement dentaire est lié étroitement à un déplacement condylien. Ce déplacement condylien correspond à 40% du déplacement du point interincisif. C'est-à-dire que quand on va mastiquer, on va donc stimuler le condyle, qui soit pendant la croissance va donc stimuler la croissance, et orienter le plan d'occlusion d'une certaine manière dans le sens frontal et dans le sens sagittal. Et en post-croissance, on va aussi avoir une stimulation différente du condyle, non pas dans la croissance, mais dans une usure qui peut être, si la mastication est dysfonctionnelle avec une arthrose ou des problèmes d'ATM, ou si justement elle est fonctionnelle, un équilibre qui va se faire. Et les déplacements donc condyliens ne sont pas les mêmes du côté masticant et du côté non masticant, du côté travaillant et du côté balançant. C'est-à-dire du côté masticant, le condyle va réaliser une rotation, alors que du côté non masticant, le condyle va faire une translation. Cette translation, cherchant à aller de l'autre côté, du côté pour aller mastiquer, va nécessiter un étirement du ligament rétroméniscal qui, dans la croissance, va générer une croissance du condyle, donc avec un condyle grêle et en arrière du côté non masticant. Et du côté masticant, on va avoir cette rotation qui va engendrer un condyle plutôt volumineux et vertical. Toutes ces forces et cette qualité masticatoire, on va les rencontrer. C'est-à-dire qu'en fait, cette force, ce contact dentodentaire, cette proprioception dentaire, va générer des forces, comme on l'a vu tout à l'heure. Le contact dentaire est entre 100 et 200 millisecondes lors de la mastication, qui va se répercuter des dizaines, voire des centaines de fois lors d'un repas,
et on va avoir des forces qui vont être très importantes. Alors, quand on est en denture naturelle, les forces sans mastication vont osciller entre 100 kg par force sur les incisives à 50 kg par force sur les molaires. Donc on va avoir des forces très importantes. Dans la mastication, on va avoir des forces qui vont varier en fonction des cycles de mastication et en fonction du type d'aliment. Et donc on va avoir des forces qui vont osciller entre 5 à 15 kg par force. Mais donc ces forces développées vont être vraiment dépendants du type de mastication et également des habitudes masticatoires et des habitudes de vie de chaque population. On peut le voir donc chez les Inuits, on va avoir des forces beaucoup plus développées qui vont aller jusqu'à 150 kg par force. Ces forces dont on vient de parler sont étroitement liées forcément aux forces musculaires. Donc les conditions optimales qui favorisent une croissance harmonieuse des mâchoires, les critères principaux sont donc la mastication physiologique qui doit être efficace et puissante, une maturation et un contrôle de la fonction linguale et de la déglutition. On va voir que cette fonction linguale est étroitement liée à la frappe occlusale, à la proprioception. Forcément une ventilation nasale exclusive, permettant une fermeture des lèvres au repos, et un équilibre musculaire. Les différents points sur le plan d'occlusion et sur la mastication sont ceux-là. C'est le quinte de Hanot qui va correspondre à la trajectoire condylienne, la courbe de décollage, la courbe de Spey, la situation du plan d'occlusion dans les trois sens de l'espace, la trajectoire incisive et la hauteur cuspidienne. Alors une fois qu'on a cette quinte de Hanot, on doit travailler et comprendre un petit peu l'orientation et l'importance de chacun de ces éléments pour comprendre comment l'établissement du plan de la malocclusion s'est mis en place. Donc en traduction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le guide antérieur fonctionnel, c'est une orientation sagittale, transversale et verticale du plan d'occlusion qui doit être en harmonie avec les pentes condyliennes et les hauteurs cuspidiennes. Donc une fois qu'on a compris que cette définition du guide antérieur, il faut savoir sur quoi on va pouvoir agir. Alors, on sait que les pentes condyliennes ne sont pas modifiables en orthodontie, c'est impossible de les modifier. Donc, grâce au traitement systémique et à l'utilisation de pistes et de cales, on va avoir une annulation des hauteurs cuspidiennes. Ça veut dire qu'en fait, nous, ce qu'on doit régler, le guide antérieur, ça correspond au réglage du plan occlusal. Et ce plan occlusal, forcément, est lié étroitement à la position musculaire et à la pression musculaire. Les muscles impliqués dans la mastication sont les muscles élévateurs de la mandibule, ptérygoïdien médial, temporal, masséter, et les muscles abaisseurs de la mandibule. Et donc on va avoir un équilibre entre ces deux groupes musculaires qui vont engendrer tension, fonction, dysfonction, qu'on va comprendre par la suite. Le masséter et le ptérygoïdien médial ainsi que le temporal sont les principaux responsables de la formation du bol alimentaire. Leur activité varie au cours des cycles. Et donc on va avoir un équilibre donc, par ce schéma et tous les chefs musculaires vont travailler ensemble. L'idée c'est de comprendre comment ils travaillent et donc voir s'il y a un équilibre soit postérieur, soit antérieur, soit centré, soit en torsion. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir pour détendre le patient du côté pluridisciplinaire. L'électrographie surface va donc être utilisée. Alors pour la petite anecdote, j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années avec les premiers électromyographies de surface qui m'ont servi à analyser l'équilibre entre les élévateurs de la mandibule et les abaisseurs de la mandibule. Et au début, on n'avait pas trop compris. On essayait de chercher une intensité, de comprendre l'intensité pour comprendre une déglutition atypique. Et puis au fur et à mesure des examens, on a compris que ce n'était pas une intensité que l'on recherchait forcément, mais c'était vraiment un équilibre.
c'était vraiment un équilibre d'un groupe musculaire par rapport à un autre. Et cet équilibre musculaire va nous permettre de comprendre une stabilité et va nous comprendre aussi l'établissement d'une pathologie articulaire. Maintenant, on va pouvoir avoir un nouvel outil électromyographique, le titane. Cet outil électromyographique, c'est un outil, un dispositif médical qui est, à la différence de ce que j'ai pu utiliser il y a une quinzaine d'années, complètement sans fil. Et il va être capable de détecter de manière assez simple et rapide, et surtout de manière non invasive, les paramètres scientifiques de l'occlusion dentaire, donc soit en occlusion statique, soit en occlusion dynamique dans la mastication. Donc le dentiste ou l'orthodontiste peut mesurer l'équilibre occlusal et donc comparer ces variations dans le temps. On va pouvoir faire un diagnostic, on va pouvoir après traitement voir l'évolution et on va pouvoir le comparer avec le ressenti du patient et effectivement comprendre un petit peu ce qui s'est passé et dans quelle direction on va pouvoir aller. Donc comme je vous le disais, cet équilibre masticatoire, donc on va avoir là dans cette utilisation du titane plutôt centré sur le ptérygoïdien et sur le masséter. On va laisser de côté dans un premier temps l'abaisseur de la mandibule et se centrer sur cette activité musculaire. Le titane donc permet de mesurer l'activité des muscles masticateurs. Si l'activité des muscles est équilibrée, ça veut dire que le patient a une bonne occlusion dentaire. On va voir les schémas qu'on va mettre en place. Et si l'activité par contre des muscles est déséquilibrée, les muscles temporaux et masséters ne fonctionnent pas correctement. Comme dans une rééducation périnéale, on va chercher à avoir un cadre, en fait, soit de rééducation, soit un cadre de fonctionnement qui va nous permettre de dire, OK, j'ai un schéma fonctionnel et je vais essayer de rentrer ce patient dans un schéma fonctionnel. Et donc ça va permettre de faire comme une rééducation. Cette rééducation et ce traitement occlusal va permettre une rééducation musculaire et c'est à travers ce schéma qu'on va voir tout à l'heure qu'on va essayer de rééduquer notre patient dans la fonction et dans l'équilibre musculaire et dans l'équilibre dento-dentaire. On va avoir différents éléments avec cet outil électromyographique. On va avoir une électrode mère et une électrode satellite. Ces électrodes, vous allez le voir, vont être placées au niveau cutané, en surface des muscles masséters et des ptérygoïdiens. On va avoir à mettre des petits autocollants, donc des petites électrodes sur ces électrodes. On va avoir nécessité de relier en fait ces deux petits autocollants entre eux pour avoir plus de stabilité lors de la pose des électrodes mère et satellite. C'est composé d'un chargeur et aussi d'un receveur USB qui se branche directement sur l'ordinateur. Le chargeur, lui, permet d'une part, en fait, bien sûr, de charger les électrodes, mais aussi de les activer. On va devoir glisser de manière très simple, en fait, l'électrode mère sur la partie basse du chargeur, et donc ça va activer notre système. On va vous montrer comment ça se passe. Donc très facilement, on déclipse les électrodes mères et la deuxième électrode. On va donc l'activer comme ceci sur la partie basse du chargeur, de manière très simple. Le petit voyant s'allume. Et là, on va savoir avec le petit schéma qui est dessus, on va pouvoir positionner en fait chacune des électrodes sur la peau du patient. Après avoir bien sûr mis le petit sticker adéquat. Et donc, on va l'utiliser en différents tests. On va avoir un test occlusal et un test de mastication fait par un chewing-gum. Mais avant de faire ce test, on va devoir
paramétrer. On va devoir faire une calibration de l'appareil. Alors généralement, moi je fais cette calibration deux fois, juste pour être sûr que les deux schémas de calibration sont les mêmes. Et si je vois qu'il y a deux schémas qui sont différents, à ce moment-là, je refais une troisième calibration. Alors cette calibration, elle est très simple, vous allez le voir sur la vidéo tout à l'heure. On va couper deux cotons salivaires, on va demander à notre patient de mordre ces deux cotons salivaires qui vont être positionnés sur les molaires du patient et il va serrer 3 secondes. Tête fixe, en position assise, la tête droite, sans torsion. Et on va avoir, après ceci, la possibilité de faire un test d'occlusion. Et donc on va donc enlever ces petits cotons salivaires et on va demander à notre patient de serrer également 3 secondes sans canto. Ce schéma occlusal à ce moment-là est objectivé. Donc on va faire donc une calibration, généralement deux fois. Si on a deux schémas différents, ben on en fait un troisième et on va donc choisir ces deux éléments, ces deux schémas de calibration identiques et donc enlever les cotons, demander un serrage, donc une fermeture des dents au patient 3 secondes et on obtient le résultat occlusal. On va voir qu'on va avoir deux petits ronds, un rond bleu et un rond rose, qui vont nous montrer en fait cet équilibre. Et donc normalement, vous voyez, pour avoir un équilibre, on doit être centré. Donc la partie rose des massétérines doit être portée ici, la partie antérieure au niveau du ptérygoïdien doit être marquée ici. Et donc si on est décalé par rapport à ces carrés, plus à droite, plus à gauche, on va donc avoir un barycentre antérieur, un barycentre postérieur, on peut avoir une torsion, si on a ces deux éléments qui sont un à droite, un à gauche comme ceci, on va avoir des asymétries. Et donc en fait, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'en fait, on va avoir un schéma de rééducation, un schéma de traitement, on doit avoir des objectifs, et les objectifs, c'est d'aller permettre un équilibre musculaire et que ces deux points soient centrés sur les deux carrés que je vous ai montrés auparavant. Donc, on retrouve exactement ce que j'avais trouvé lors des premières études électromyographiques il y a une quinzaine d'années. L'intensité et les valeurs d'intensité musculaire n'ont pas d'intérêt. L'intérêt est vraiment un équilibre entre les différents groupes musculaires pour permettre une physiologie musculaire correcte et que le patient ne ressente pas d'inconfort. Donc le but du jeu, c'est d'identifier les déséquilibres neuromusculaires, les surcharges potentielles de l'ATM et comprendre et expliquer par cet équilibre les troubles occlusaux, les gènes du patient. De temps en temps, à l'œil nu, il est difficile de comprendre, surtout s'il y a eu un traitement orthodontie, s'il y a eu des strippings, s'il y a eu des meulages de fesses, s'il y a eu différentes prothèses. Et donc, en fait, tous les traitements en fait, qui ont compensé, qui ont gêné en fait, la lecture de cette occlusion, peuvent être objectivés grâce à l'électromyographie de surface. Et à ce moment-là, on va pouvoir trouver une meilleure dimension verticale, vérifier s'il n'y a pas une restauration ou un traitement qui a été fait au préalable qui peuvent engendrer en fait ces problèmes de déséquilibre. Et ensuite, tout doucement, on va pouvoir prévenir et aider et permettre grâce à cette lecture-là, de faire un traitement orthopédique, orthodontique ou prothétique qui va dans ce sens. Donc le titane va nous permettre de traiter en prothétique, dans les traitements occlusaux de détente neuromusculaire et également en orthodontie. Dans les traitements prothétiques, les charges imposées à l'articulation à l'ATM peuvent compromettre en fait le résultat de la rééducation.
et donc augmenter le risque de fracture des prothèses, des implants, et aussi dans le confort du patient. Donc en fait, on peut faire cette étude électromyographique pré-traitement prothétique pour voir comment est le patient, surtout si il est confortable, on va essayer de rester dans ce cadre de confort au niveau des muscles, et on va pouvoir comparer cet équilibre après la pose d'une prothèse, que ce soit un composite, un inlay, une couronne, et voir si on reste dans ce cadre de confort. Ou à l'inverse, si on avait une torsion ou un déséquilibre musculaire, essayer de résoudre ceci par un équilibre occlusal qui lui permettra de récupérer un équilibre musculaire. Dans les gouttières de détente, c'est la même chose. Ce réglage en fait de la gouttière peut être fait avec la lecture électromyographique pour aider à plus de précision. Dans les traitements d'orthodontie, c'est la même chose. Donc on s'attelle vraiment en traitement orthodontie à comprendre l'occlusion de notre patient. On est avant tout des occlusodontistes, des occlusodontistes surtout dans la dynamique. On doit regarder réellement l'équilibre du plan occlusal qui va nous permettre de comprendre comment cette malocclusion s'est mise en place, comment une langue dysfonctionnelle qui va découler de cette orientation pathologique du plan d'occlusion, qui va découler d'un équilibre musculaire. Donc bien entendu, le titane ne remplace pas les papiers articulés, il y a d'autres outils en occluso qu'on peut utiliser, même des outils numériques, et donc c'est cette synergie des différents éléments d'études qui vont nous permettre de comprendre en fait l'établissement de ces problèmes et de mettre un mot et de comprendre exactement ce qui se passe. Donc là, on peut voir qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées. Alors, c'est quelque chose qui se fait. C'est vrai que nous, Français, on le connaît pas tant que ça. Ça se fait beaucoup en Italie, au Japon également, où au Japon, il y a des salles d'électromyographie qui sont dédiées à cette utilisation de l'électromyographie de surface. De plus en plus de dentistes occluso qui l'utilisent et qui ils vont le coupler par exemple avec des reprogrammations musculaires du type Alian. Ça, je vous invite à les écouter. Le docteur Philippe Gérantès, va vous parler qui travaille à Lyon et vraiment très au fait de cette chose-là et va coupler en fait son étude d'occluso avec le titane et une étude occlusale dynamique pour essayer de reprogrammer, quand il y a besoin, bien sûr, un groupe musculaire. Voilà un petit peu tous les éléments que vous pouvez voir. Essentiellement, pour l'instant, italien, espagnol. Alors là, on va parler un petit peu maintenant de la mise en place du système. Donc si on regarde la mise en place des électrodes, comme je vous le disais tout à l'heure, on va réunir les deux électrodes en les collant de manière un peu jointive avec les deux autocollants. On va cibler la position des muscles temporaux et masséters avec les petits schémas qu'il y a sur les électrodes, de manière très très simple. Voilà, comme ceci. Après, bien sûr, avoir activé les électrodes sur le chargeur. Et donc après l'appositionnement, on va donc pouvoir faire les calibrations. Vous voyez qu'on a activé les électrodes, toutes les petites lumières clignotent, donc là on est bon. Pour l'étalonnage, la calibration, très simple. Donc comme je vous le disais, on va utiliser des petits cotons salivaires qu'on va couper. Donc on va à peu près avoir un petit centimètre de longueur de coton salivaire. On va les mettre sur la partie postérieure des dents et il va rester bien droit et donc il va serrer 3 secondes comme ceci. Ok, tu peux serrer, tu serres à fond encore 3 secondes, 2, 1, et tu desserres. On va refaire une deuxième fois. Voilà. Deuxième étalonnage, et on va comparer donc ce schéma d'étalonnage. Et si on a un décalage entre ces deux schémas, on n'hésite pas à refaire un troisième schéma pour essayer de comprendre quel est le schéma d'étalonnage le plus reproductible.
Une fois qu'on a fait cet enregistrement de calibration, on va pouvoir faire l'enregistrement de l'occlusion statique. Donc on va enlever, comme je vous disais tout à l'heure, les cotons salivaires et on va donc demander à notre patient de serrer sans coton. Et c'est ce qui va nous montrer en fait le test occlusal, le schéma que je vous ai indiqué tout à l'heure. À ce moment-là, on va voir que ce patient-là va avoir une petite torsion, donc une petite torsion, mais ça va rester dans les carrés qui sont dits équilibre fonctionnel à ce niveau-là. À ce niveau-là aussi, donc temporal et masséter, on va être ciblé entre les deux. On va avoir un barycentre qui va être plutôt postérieur, on va le comprendre, hein. Plus on va avoir un barycentre postérieur, plus on va avoir une frappe postérieure, et donc potentiellement une orientation pathologique du plan d'occlusion dans le sens sagittal. Et donc plus on va avoir cette classe 3, une classe 3 est donc une orientation pathologique du plan d'occlusion dans le sens anti-horaire, plus on va avoir un barycentre qui va être postérieur, et plus on va avoir une mastication en charnière, plus cette mastication va être antérieure avec un barycentre antérieur. Tout l'idée, c'est de voir si ces petits déséquilibres sont tels qu'ils vont générer des déséquilibres musculaires et qui vont être pathologiques, ou on peut avoir des décalages mineurs qui, comme dans ce cas-là, ne vont pas être pathologiques. Attention, il est primordial voyez, que le patient ne tourne pas la tête à droite à gauche lors des enregistrements, forcément parce qu'en fait, toute son activité musculaire va être complètement faussée. Donc il est primordial, vraiment primordial, de le laisser, euh, de, de le laisser en place et d'avoir une position assise, verticale, sans mouvement de la tête. Une fois qu'on a fait cet enregistrement occlusal, on va pouvoir passer à l'enregistrement dynamique. Et donc, on va donner à notre patient un chewing-gum. Et cet enregistrement dynamique va se faire avec, là c'est 15 secondes à droite et 15 secondes à gauche. Donc on va demander à notre patient de mastiquer le chewing-gum 15 secondes à droite. On va finir l'enregistrement. On va passer à gauche, on va avoir 15 secondes de mastication à gauche. Et donc on va avoir un graphique qui va être donné. Ce graphique-là va nous montrer dans le sens frontal et dans le sens latéral l'équilibre musculaire du côté masticant et du côté balançant, et surtout l'équilibre musculaire du côté masticant. Et on va voir s'il y a des contacts du côté masticant, du côté non masticant quand on mastique, du côté droit, et quand on mastique du côté gauche, on va voir s'il y a une répercussion du côté non masticant en direct. Ensuite, on va avoir un équilibre musculaire, toujours un équilibre. On va pouvoir lire les fréquences de mastication, l'impact au niveau des muscles temporaux, l'impact au niveau des muscles masséters, et ça reste toujours un équilibre, un pourcentage. On ne regarde pas une intensité en soi, on va regarder un pourcentage d'équilibre entre l'impact temporal, l'impact masséter, et on va avoir l'impact côté travaillant qui va être aussi important, mais tout ça dans le même équilibre. Dans le sens latéral, on va voir effectivement qu'on peut avoir donc un apport plutôt postérieur ou plutôt antérieur au niveau de la mastication qui va se corréler ou non avec cette bascule du plan d'occlusion qui est en relation avec la malocclusion éventuelle et les déséquilibres musculaires que peut avoir le patient. Voilà, le patient reste fixe, il mastique le chewing-gum 15 secondes de chaque côté, et après cet enregistrement, l'enregistrement est terminé. Bon, grosso modo, il faut compter environ euh, 7 à 9 minutes une fois qu'on a installé le patient, pose des électrodes, calibration, occlusion et mastication. On va voir maintenant quelques cas cliniques. Donc, il est intéressant de regarder. Donc, on va regarder différents cas cliniques. Surtout, on va voir donc des cas de classe 3 squelettique, de classe 2 subdivision masticatoire avec une bascule du plan d'occlusion dans le sens frontal. Et on va voir un cas de DTM. Et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi la patiente a des douleurs et des doléances.
Donc le premier cas, c'est une petite une enfant qui présente donc un inversé du côté une endognathie avec un inversé du côté droit, une infraclusion. Statiquement, on peut voir une petite bascule, mais surtout, comme on le disait tout à l'heure, on va voir une bascule dans la dynamique. Et c'est la dynamique, c'est le système de mouvement, hein, que ce soit musculaire ou dentaire, articulaire, qui va nous permettre de comprendre un petit peu comment va cycle la patient. Donc, dans le diagnostic d'une classe 3, on va voir que cette bascule du plan d'occlusion génère des latéralités propulsives et donc une perte de proprioception antérieure. Qui dit perte de proprioception antérieure dit interposition linguale lors de la mastication. Dit donc euh, désordre musculaire dû à cette langue basse. Et donc il faut le différencier d'une langue basse secondaire à une bascule du plan d'occlusion, d'une langue basse dite primaire, avec une langue basse due à une tétée de langue ou à un frein lingual court. Donc, toute l'idée de réhabiliter l'occlusion du patient, c'est de comprendre exactement l'établissement de tout ça. C'est-à-dire qu'on va réhabiliter le plan d'occlusion qui va nous permettre d'avoir une stabilité de la langue, une stabilité musculaire, une croissance physiologique et éviter des troubles occlusaux ou musculaires par la suite. Donc au niveau de la panneau, rien à signaler. On va donc voir en télégraphie de profil, effectivement, on va voir que l'AOBO est négatif. Donc on va avoir cette triade, AOBO négatif, latéralité propulsive, une petite tendance à l'hyperdivergence. Donc on est dans un triade critique qui nous montre une classe 3 limite. Et donc, dans cette classe 3 limite, on va faire cette étude. Et cette étude électromyographique va nous montrer donc un déterminant plutôt postérieur. Donc, forcément, j'ai une bascule du plan d'occlusion. Donc, dans le schéma à droite, les deux petits points vont être localisés plutôt à l'arrière des deux carrés physiologiques qu'on a en vert à ce niveau-là. Et on va avoir un décalage plutôt du côté droit, donc avec un déséquilibre, donc un barycentre postérieur avec une torsion à droite. Et donc en fait, ce barycentre postérieur à cette torsion à droite montre bien qu'il y a un trouble musculaire qui est lié étroitement au trouble dentaire, qui est lié au trouble, à la pathologie occlusale, à l'orientation pathologique du plan d'occlusion dans le sens sagittal, et donc à une langue dysfonctionnelle secondairement. Donc, réalisons un traitement orthopédique avec une gouttière de classe 3, couplé à un masque de classe 3 également, développé par M. Raymond. On va traiter donc ceci, on va faire une disjonction orthopédique, démelage successif pour corriger notre bascule du plan d'occlusion dans le sens horaire, c'est une rotation intramatricielle pour réorienter le plan d'occlusion et avoir des latéralités non propulsives et des latéralités frontales permettant un contact dentodentaire. Donc ça, c'était le diagnostic d'une classe 3. Donc on a vu que dans l'électromyographie de surface, celle-ci elle est corrélée directement à cette bascule du plan d'occlusion dans le sens anti-horaire. On va avoir l'étude qui va nous montrer que tout va être décalé en postérieur. Donc on va avoir ce barycentre postérieur qui va complètement corréler notre diagnostic de classe 3 squelettique. De la même sorte, on va revoir notre petit patient avec un bout à bout incisif, surtout des latéralités propulsives, une perte de proprioception antérieure, comme tout à l'heure, une langue basse, liée à cette bascule du plan d'occlusion, à cette classe 3 limite, et surtout de l'enfant. Donc on retrouve tous les schémas d'hyperdivergence avec un OBO, celui-là qui est plutôt pas trop mal, mais qui est masqué par l'hyperdivergence. Et on va retrouver, comme tout à l'heure, vu qu'on a une perte de proprioception antérieure, on va avoir un barycentre qui va être aussi postérieur, et avec une torsion plutôt à gauche. Donc on va avoir torsion à gauche, barycentre postérieur, les deux éléments d'équilibre musculaire vont être déplacés
en dehors et en arrière des deux carrés physiologiques, et donc on retrouve exactement en fait tout ce qu'on a vu en clinique en électromyographie. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on corrèle exactement les deux études. De, de la même manière, on va traiter et on bascule en disjonction, on bascule, on retrouve tout doucement une occlusion fonctionnelle, on a corrigé la bascule du plan d'occlusion, comme ceci, et après avoir fait une nouvelle étude électromyographique, donc je vous explique qu'on avait basculé notre plan d'occlusion dans le sens horaire, on va retrouver une frappe occlusale, et là, comme par magie, notre étude électromyographique va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va avoir un barycentre qui lui va être plutôt antérieur, donc c'est ce qu'on veut obtenir parce qu'on avait quelque chose de pathologique derrière. Donc en fait, là on est juste à la dépose. Cet élément qui est juste à la dépose, en fait, va montrer qu'on a ce barycentre antérieur, mais qui va se régler avec la frappe occlusale au fur et à mesure. Donc l'intérêt c'est d'aller revoir dans 2, 3 ans, une fois que la mastication va vraiment reprendre ses droits, comment vont se centrer ces deux éléments. Et donc on a montré qu'on a corrigé d'une part le point de vue dentaire, le point de vue céphalométrique, mais aussi dans la dynamique, l'orientation pathologique de notre déséquilibre en fait occlusal, dentaire et musculaire. Dans la mastication, pour l'instant, il est un petit peu leurré, on n'a pas encore une occlusion fonctionnelle, donc l'intérêt, c'est de regarder vraiment les premières études statiques sur ces diagnostics-là et sur cette fin de traitement de classe 3. Dans ce cas-là, on va parler plutôt de classe 2 subdivision. Alors, ce patient enfant préadolescent, on va trouver une classe 2 subdivision gauche avec une supraclusion, déviation du milieu. Cette, cette on va avoir une bascule dans le sens frontal. Là, on va voir ces AFMP, ces angles fonctionnels de mastication de Planas, qui va nous montrer les sorties de cycle de mastication. Donc, vous vous souvenez du premier schéma que je vous ai montré de la mastication. On a parlé du contact canin qui va représenter les sorties de cycle de mastication. Ces sorties de cycle de mastication va être notre référentiel antérieur. Et donc, on va voir que la descente du point interincisif inférieur du côté gauche va être plus petit que la descente du point interincisif inférieur du côté droit. Et donc on a un maximum de proprioception plutôt du côté gauche que du côté droit. Et donc forcément une mastication qui va se faire du côté préférentiel, voire unilatéral du côté gauche. Donc ça veut dire qu'on va avoir une activité musculaire qui normalement devrait être plutôt décentrée du côté gauche, car la mastication se fait plus de ce côté-là. Au niveau radiologique, pas de souci. Alors, toujours que si ça se fait par cette agénésie 35-45, mais on va avoir, au niveau des ATM, c'est pas encore assez marqué pour que ça se répercute, hein. On parlait de la symétrie temporomandibulaire en phase de croissance, ça c'est important à regarder. En phase de préadolescence, c'est pas encore trop marqué. Par contre, au fur et à mesure, vous voyez que l'établissement se fait de plus en plus. Et même statiquement, on voit que la 23 est plus haute que la 13, mais dans la dynamique, il est vraiment important de corriger ceci. Donc, une fois qu'on a fait l'étude électromyographique dynamique et dentaire de notre patient, on va comprendre en fait que l'électromyographie va souligner et aller dans ce sens-là. On va avoir un barycentre qui est antérieur. Ce barycentre antérieur va signer une classe 2, à la différence d'un barycentre postérieur qui va lui signer une classe 3. Et on va avoir des points qui vont être légèrement déviés du côté gauche, qui vont signer cette bascule du plan d'occlusion du côté gauche. Et donc, alors il faut bien sûr, les points, il est jeune, il n'a pas encore trop dysfonctionné, son plan d'occlusion n'est pas encore trop pathologique, mais donc tout tend à tendre en antérieur en classe 2 et du côté gauche également dû à la classe 2 subdivision. Donc pour l'instant, tout est corrélé entre la céphalo, la dynamique, l'occlusion statique et l'étude céphalométrique et l'étude électromyographique. Excusez-moi.
Donc l'idée va être de corriger et de recentrer statiquement et dynamiquement pour faire en sorte que les AFMP soient symétriques, voire un petit peu plus marqués pour contrebalancer cette pathologie occlusale. Donc on va inverser les AFMP. Vous allez voir qu'en inversant les AFMP, d'une part on a corrigé notre occlusion, mais en inversant les AFMP, donc on va avoir un côté un petit peu des AFMP avec des latéralités un petit peu propulsives. Ce qui va nous montrer qu'on va en fait on va avoir corrigé le plan d'occlusion de notre patient et c'est ça qui va être intéressant. Donc ensuite, on va traiter notre patient avec des gouttières, une fois qu'on a corrigé la chose. Et en fait, regardez ce qu'on a en électromyographie. Donc d'une part, on est resté dans un côté plutôt antérieur avec ce côté, fonctionnel. Et on va avoir un déport un petit peu des points du côté droit. Et ce côté droit en déport va nous montrer qu'on a inversé au début les AFMP, mais c'est ce qu'on veut, parce qu'on sait que on a une activité masticatoire qui était plutôt du côté gauche, et ben en fait il faut, pour permettre une rééducation, rebalancer de l'autre côté pour que les muscles se réhabituent à les mastiquer du côté droit, pour après faire des réglages en fin de traitement orthodontique et avoir les deux points qui vont se recentrer. Donc voilà un petit peu comment on va cheminer et comprendre l'équilibre musculaire de notre patient. Dans la dynamique aussi, il est intéressant de regarder ça et on regardera un peu les contacts antérieurs et postérieurs droite-gauche en fin de traitement. Continuons dans notre traitement. Par exemple, on va repartir sur une classe 3. Regardez, donc on a un inversé antérieur au niveau des 12 et 22. Une petite endoalvéolie sans inversé postérieur. Des latéralités qui sont propulsives avec une perte de proprioception antérieure et donc une langue basse, on le voit sur les photos, qui vient s'intercaler entre les deux arcades pour permettre une stabilité mandibulaire et permettre et éviter que le bol alimentaire ne fuse de la bouche. Donc cette langue permet juste une compensation de cette bascule du plan d'occlusion dans le sens antéro-postérieur. L'AOBO négatif, latéralité propulsive, un petit rattrapage au niveau des incisives, et donc on a cette triade de traitement qui va nous permettre de regarder un petit peu comment ça se goupille au niveau, et donc on va retrouver en fait une torsion, et donc cette torsion droite-gauche va être intéressant à traiter aussi, à être traité pour comprendre un petit peu la frappe mandibulaire. On va réorienter, comme tout à l'heure, on va passer un peu plus vite. Disjonction, on obtient cette correction statique avec un recouvrement meilleur, un overjet meilleur. On va avoir des latéralités qui vont être un peu moins propulsives, vous le voyez ici. Et donc on va tout doucement recentrer notre patient, on va avoir moins de torsion et donc ça va aller, ça va aller dans le bon sens de l'équilibre, dans l'équilibre fonctionnel de notre patient. Regardez, toutes les valeurs sont rééquilibrées. Continuons comme ceci. Donc regardez, donc là on est avec une petite classe 1, une langue propulsive. Donc la malocclusion commence à s'établir, une classe de subdivision gauche avec des AFMP qui sont plus petits du côté gauche que du côté droit, une proprioception plus marquée du côté gauche que du côté droit. Et ceci s'avère réellement vrai et vérifié en électromyographie. On va avoir une torsion importante entre le masséter et les temporaux, donc avec un barycentre antérieur signant cette classe 2. Et cette torsion va aller complètement dans le sens de la bascule du plan d'occlusion. L'idée va être de corriger cette bascule frontale. On corrige les bascules frontales, alors au fur et à mesure on retrouve cette symétrie des milieux, cette occlusion statique
correcte, des AFMP symétriques. Attention, le traitement n'est pas terminé, le guide antérieur n'est pas encore fonctionnel, mais par contre, on a corrigé cette torsion importante. On n'a pas encore complètement symétrisé notre patient, mais les deux points d'équilibre sont faits et ensuite on travaillera sur le guide antérieur de telle sorte à accentuer la proprioception antérieure pour avoir une occlusion physiologique. Et vous voyez que tout s'est recentré. Dernier cas, avant-dernier cas, regardez cette patiente-là qui est jeune adulte, qu'elle présente une classe 2 subdivision également à gauche avec une supraclusion marquée, une endoalvéolie, une rétroalvéolie inférieure, donc un verrouillage complet de la mastication avec une mastication plutôt en charnière. Donc des latéralités qui dégagent en fait une courbe de Spey marquée. Vous voyez la langue qui s'interpose sur les côtés pour donner une stabilité à la mandibule. On va retrouver notre étude céphalométrique, là tout va bien. On va avoir plutôt quelque chose de centré et plutôt décalé en antérieur pour la classe 2. Donc l'idée c'est de basculer le plan d'occlusion. Donc alors là la photo de latéralité elle n'est pas bien faite du côté droit. Donc on va corriger statiquement la chose, retomber sur nos pieds en classe 1 à droite et gauche, mais vous voyez qu'en fait on aurait dû égresser un petit peu plus la 23. Et en fait en égressant un peu plus la 23, on aurait permis de recentrer la chose. Et donc vous voyez que j'ai basculé beaucoup plus de l'autre côté nos AFMP, donc on a basculé logiquement les torsions, un équilibre plutôt centré sur le côté gauche, et vu qu'on a changé les AFMP, on a mis les points musculaires plutôt décalés du côté droit, mais on aurait dû un peu plus égresser, réduire un petit peu la cale sur le 23 pour recentrer complètement notre équilibre musculaire. Mais ça, on le fera dans une deuxième étape. À la fin, on continue notre traitement. On va permettre donc de corriger ces choses-là avec des gouttières de traitement. Voilà une patiente qui présente une classe 2 subdivision droite avec tout ce qui est logique au niveau de la classe 2, un bout à bout au niveau des prémolaires, des canines des molaires, qui va être responsable d'hémylolyse, de l'usure prématurée des dents au niveau de ce secteur, un encombrement secondaire lié aux pressions labiales pour récupérer un contact dentodentaire. Au niveau des AFMP, on va voir qu'on a une asymétrie notoire entre la droite et la gauche, avec des AFMP beaucoup plus petits du côté droit que du côté gauche, et donc une mastication préférentielle, voire unilatérale, du côté droit et du côté gauche, due à ce contact dentodentaire plus marqué de ce côté-ci. On retrouve, comme je vous disais sur les adultes, des asymétries au niveau des ATM, quelque chose de plus globuleux au niveau masticant et plus grêle et en arrière du côté balançant. Rien de spécifique au niveau céphalo chez cette patiente-là. Et donc, vous voyez qu'en fait, l'étude électromyographique va vraiment dans ce sens-là. On va avoir un barycentre antérieur, donc signant une classe 2, et on va avoir des AFMP donc plus petits du côté droit de la classe de subdivision, et donc une proprioception antérieure, une activité musculaire plus marquée du côté droit. Et donc ça, le déséquilibre musculaire, en fait, s'équilibre, se comprend totalement dans la compréhension de la dynamique mandibulaire, la dynamique occlusale, et donc tout ça, c'est complètement étroitement lié, comme vous le voyez sur ce schéma-là, décalé du côté antérieur. Donc l'idée, pareil, ça va être de corriger tout doucement cette bascule du plan d'occlusion, donc par ce biais de sectionnel. On corrige notre bascule du plan d'occlusion, tout doucement.
on récupère une classe 2 et donc ici, donc par contre, vu que la canine droite est plus abîmée que la canine gauche, il faut encore qu'on travaille dessus sur cette régression-là. Cette régression va nous permettre, n'a pas encore assez agi. Le problème, c'est que au niveau parodontal, il était compliqué de corriger ceci parce que on avait une récession importante sur la 13. Donc, on va travailler plutôt en fin de traitement, éventuellement sur une ingression de la 23 et éventuellement un petit équilibrage au niveau avec des meulages sélectifs pour aider la symétrisation des AFMP. Passons ici, donc au niveau céphalo, on va voir qu'on a un maintien de l'axe incisif grâce au traitement par gouttière. Et donc vous voyez que tout doucement, on va aller, même si on n'a pas complètement basculé à cause du problème parodontal au niveau de la 13, on a quand même basculé cet équilibre musculaire. Et ça, on va le lire aussi en électromyographie. On va avoir déplacé, donc ça c'est en sortie de première phase, donc en fait on n'a pas du tout terminé notre traitement, hein. On a juste basculé les AFMP, enfin basculé cette proprioception dentodentaire. En basculant cette proprioception dentodentaire, on a basculé l'équilibre du côté droit, du côté gauche, excusez-moi. Ensuite, le traitement tout doucement va se terminer. Et donc, l'idée, ça va être d'équilibrer. Et ensuite, je vous montrerai, j'espère, dans quelques temps, toutes ces études électromyographiques en fin de traitement. Pour finir, on va voir ce cas. Alors, ce cas, c'est une patiente qui vient au cabinet envoyée par son kiné elle se plaint de troubles occlusaux, de troubles dentaires, de troubles de posture musculaire, des troubles céphaliques. Et donc, en gros, elle a eu plusieurs traitements d'orthodontie avec beaucoup de stripping pour réduire la classe 2 qui a verrouillé l'occlusion dans le sens statique, généré une classe 2 subdivision gauche avec une petite supraocclusion et des milieux déviés. On va avoir des AFMP qui vont être asymétriques, avec un peu plus de proprioception du côté droit que du côté gauche. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun contact canin, très peu au niveau prémolaire. Donc on a un guide qui ne se fait quasiment que sur les incisives. Ce guide qui se fait que sur l'incisive gêne énormément la patiente. Et elle dit qu'il faut qu'elle se déplace du côté droit pour retrouver un confort. Alors, il est compliqué en orthodontie d'aller tout bouger, étant donné qu'il y a eu beaucoup de stripping. J'ai pas eu pour l'instant de charte de stripping qui a été réalisée parce qu'elle a fait au moins 2 ou 3 traitements. Mais par contre, on est tout doucement en train d'essayer de comprendre comment on va pouvoir la traiter, soit en orthodontie, soit déjà avec un équilibre, avec un kiné qui va détendre la patiente au niveau musculaire, et éventuellement avec un en occluso, donc soit en bougeant les dents, soit en rajoutant, en faisant des petits composites par addition pour équilibrer l'occlusion. Donc on va voir qu'on a une asymétrie du condyle, qui n'est pas très marquée, mais qui peut expliquer aussi les désordres de la patiente. Et là voilà. Donc par contre, dans l'équilibre musculaire, ça va être beaucoup plus notable. On va comprendre en fait que la patiente a une vraie torsion avec un déplacement masséter en arrière à gauche et temporal en avant en avant à droite. Et cette torsion peut expliquer cet inconfort de la patiente et qui va expliquer qu'en fait, qu'elle va falloir se recentrer d'elle-même du côté droit pour retrouver son équilibre. Donc une fois qu'on a fait cette étude photographique, dynamique pour lire les AFMP, comprendre les strippings et l'étude électromyographique, on va pouvoir discuter avec nos correspondants, choisir le bon correspondant, savoir si on a besoin de lui ou pas, le kiné, exactement l'ostéo ou le kiné qui va faire de la reprogrammation musculaire, le dentiste qui va nous aider en traitement occlusal, soit de détente avec la gouttière de détente neuromusculaire, soit en orthodontie en bouger les dents. Attention dans ces cas de reprise de traitement avec beaucoup de stripping et bout de compensation, ou alors sans traitement d'orthodontie, on va discuter avec l'occluso qui lui va équilibrer
par des composites d'addition. Donc je pense qu'il est intéressant d'utiliser l'électromyographie de surface voilà, dans une approche pluridisciplinaire pour optimiser en fait l'adressage. C'est-à-dire qu'on n'adresse pas parce que on ne sait pas quoi faire, on adresse parce qu'on sait quoi faire, mais on peut être bloqué dans certains types, comme chez cette patiente-là où on a eu beaucoup de compensation. Soit on va pouvoir adresser parce que le correspondant on va potentialiser notre traitement, mais au moins on aura fait un diagnostic précis pour un cadre de rééducation dynamique, occlusale et musculaire. Et tout ça, on va pouvoir le coupler éventuellement à d'autres choses, comme l'arc facial numérique, le Mojo, qui va être intéressant à utiliser. Alors voilà, on essaye de pas faire tout en même temps. Je pense que l'équilibre musculaire est primordial. Et une fois qu'on veut affiner les choses, on peut utiliser Mojo, on peut utiliser des autres systèmes de prise d'empreinte au niveau de l'occlusion. Et surtout, un travail encore pluridisciplinaire est primordial pour comprendre vraiment l'équilibre, pour comprendre le diagnostic, pour comprendre la réussite, les échecs de nos traitements. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à venir nous écouter aux Journées de l'orthodontie et au prochain Master OSD qui aura lieu du 6 au 8 octobre 2023 sur Paris. Toutes les modalités d'inscription sur son site www.masterosd.com. Je vous remercie encore de votre attention. Je remercie la société Titane de m'avoir permis de prendre la parole et m'aider dans ce beau parcours en fait qui est la compréhension de nos malocclusions grâce à l'équilibre musculaire. Merci bien. Au revoir.